Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attaquer une table ronde sur les constellations et ce qu'on appelle les petites constellations. Est-ce qu'elles ont leur place à côté des grandes constellations comme Starlink, OneWeb et peut-être prochainement Kuiper et Iris Square. Donc, du coup, moi j'ai une question. Enfin, est-ce que la question la plus évidente, c'est est-ce que vous avez, vous, NC Labs et vous, Kineis, donc Alexandre Tisserand et Clément Gallic, est-ce que vous avez une place à côté de ces grandes constellations? Qui veut commencer? Clément? Oui, je peux commencer. Tu peux ouvrir le bal. J'ouvre le bal, parfait. Alors, oui, alors, nous, on a. Alors là, tu parles de constellation de télécom. Nous, en plus, on est un peu en dehors du spectre télécom, Ouais, c'est bien sûr. l'observation de la Terre dans la radiofréquence. Il faut bien voir que je pense qu'il y a une complémentarité entre les très grands acteurs et pas que ceux-là. Hein. Il y a aussi les Airbus, tous ceux qui ont une constellation privée, les Maxar, etc. Je pense qu'il y a une complémentarité dans ce que savent faire les grands donneurs d'ordre et ce que nous, on sait faire. On se rend compte que eux, ce qu'ils savent faire des satellites à des centaines de millions ou des milliards d'euros, de dollars, on va pas se mentir, en tant que dirigeant de PME, ça me paraît complexe. Par contre, avoir des solutions plutôt assez performantes à coût vraiment moindre pour combler les lacunes potentiellement ou combler les zones de vide de ces boîtes-là, oui, et je pense que le sens de l'histoire va vraiment là-dedans. Donc pendant des années, on a essayé de forcer une opposition frontale entre le New Space et le Old Space. J'aime aucun des deux termes. Et je crois qu'on arrive à un côté beaucoup plus rationnel où en fait tout ça c'est complémentaire, chacun sa niche, chacun sa couche, et on peut tous en sortir. Alexandre? Oui, bien sûr, sinon on ne serait pas là pour en parler. Il y a plusieurs façons de répondre à la question, mais tu as déjà bien abordé le sujet, Clément. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de constellation, parce que là, on compare la taille. On en a vu un aperçu à la table ronde précédente, que c'est vraiment ça le sujet, je ne sais pas. Enfin, je pense que pas forcément, en réalité. Et donc, nous, ce qu'on va faire chez Kineis, c'est exactement quelque chose qui est complémentaire, comme tu dis, à ce que va faire Starlink, par exemple. On fait de l'Internet des objets, donc petite data sur peu de satellites, sobriété énergétique, et donc des petits devices qui ont une grande autonomie. Starlink, c'est super, ça a une grosse performance, mais il faut un device qui est plus gros, qui consomme de l'énergie, qu'il faut brancher tout le temps, etc. Donc c'est pas le même service, c'est pas la même chose. Donc à partir de là, je dirais c'est pas le même produit. Donc dès lors que c'est pas le même produit, il n'y a pas trop de débat sur est-ce qu'il y a une place pour ça ou pas. Mais dans leur discours, ils sont quand même plus ambigus. C'est pour ça que finalement, on se pose la question de savoir si effectivement une constellation comme Kineis peut avoir sa place aux côtés de celle de, au hasard, Starlink. L'ambiguïté, ça a toujours fait partie du discours de Starlink. On en parlait tout à l'heure, sur envoyer des Starships sur Mars, alors que toutes les années précédentes, il y a eu plein de projets, des projets lunaires, etc., qui sont finalement tous tombés à l'eau. C'est aussi une manière de faire du storytelling, de lever des fonds. Alors, ils sont effectivement très forts en exécution, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, sur le positionnement, moi, je pense que sur les marchés qui sont les nôtres chez Kineis, à savoir l'IoT satellitaire, on est sur des marchés de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros. Starlink, au bas mot, c'est une dizaine de milliards. Donc, c'est pas un marché et c'est un marché qui est compliqué, l'IoT. Il y a c'est très fragmenté, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de niches, beaucoup de verticales. Donc, ça demande quand même une connaissance du marché assez fine. Et je dis pas qu'ils peuvent pas le faire, mais simplement, en termes de stratégie, je crois que là où va Starlink aujourd'hui, c'est faire du massif sur du haut débit, parce que c'est ça qui va payer, qui va, on l'espère pour eux, rentabiliser leur constellation qui coûte terriblement plus cher. Donc si je vous résume tous les deux, c'est marché de niche, entre guillemets, et spécialisation à outrance pour justement avoir un espace de liberté. Je ne sais Clément? pas si c'est à outrance, mais en tout cas, oui, spécialisation. Oui, alors quand on parle de marché de niche, on parle de marché de niche du spatial. C'est-à-dire que ce que disait Alexandre, c'est vrai, c'est de l'ordre de grandeur, c'est les centaines de millions, voire les milliards d'euros par marché. Il faut bien voir que les grandes, en effet, les grandes constellations de télécom, eux, c'est la centaine de milliards de marchés qu'ils ont. Donc on n'est pas sur les mêmes échelles. Et quand on parle, nous, de niches, c'est de belles niches quand même, qui donnent de quoi voir le futur. Mais pour les aborder, il faut être peut-être un peu plus efficient qu'une société qui a besoin de 1000 ingénieurs pour sortir une constellation. C'est vraiment pas la même position et c'est pas frontalement en opposition. Oui, vous voulez rebondir. Non, parce que en fait, côté Scanopy, donc nous couvre aussi la connectivité, qui est ce que couvrent aussi les méga constellations, mais il y a souvent une confusion entre
le secteur télécom, donc la fourniture d'une connectivité IP, et les marchés de la connectivité qu'on regarde, qui sont au service de l'observation de la Terre. Donc c'est comment je suis capable de pouvoir dialoguer avec mon satellite, lui envoyer des commandes et rapatrier les données. Donc c'est vraiment deux marchés qui sont assez différents, avec des contraintes qui sont différentes. Et donc il y a de la place pour ces deux types d'acteurs. Nous, on voit même des possibilités de mutualisation. Parce que ces acteurs comme Starlink, OneWeb déploient partout dans le monde une infrastructure de stations pour la connectivité qui peut être réutilisée derrière aussi pour servir des marchés de l'observation de la Terre. Emmanuel Méric, vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur le fait qu'effectivement toutes les petites constellations ont leur place ou pas? Oui, tout à fait. Après, nous, on n'est pas tout à fait sur la même offre de valeur. Donc, non, mais vous avez une vision. Oui, si on est là et qu'on arrive à servir toutes les verticales de clients concerts, c'est effectivement qu'il y a une proposition de valeur à laquelle le marché répond. Donc, les petites constellations ont un vrai rôle et participent de la transformation du paysage spatial. Juste peut-être deux mots sur ce qu'on fait nous et comment est-ce qu'on sert cet écosystème. Alors justement, j'allais venir, Ouais. j'allais rebondir. Donc vous êtes un fournisseur de services spatiaux et donc du coup, je voulais voir si avec vous il y avait une évolution des mentalités dans le spatial avec le service partagé. Alors effectivement, nous on est une société d'infrastructure spatiale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit, on déploie, on opère une infrastructure spatiale de satellites. Satellites hétérogènes de toutes classes, des petits, des moyens, des plus gros. Aujourd'hui, on déploie des satellites de la classe de 200 kg. Donc, il faut aussi savoir de quelle taille de satellite on parle quand on parle de constellation. Et on met cette constellation, cette infra, à la disposition de nos clients pour qu'ils puissent exécuter leur mission et se concentrer vraiment sur leur mission. Et donc, la mission, c'est quoi? C'est faire voler une charge utile physique. Donc, ils vont nous fournir un capteur, une caméra optique, de l'infrarouge, de l'hyperspectral, une antenne RF, un ordinateur de bord. Et nous, on va s'occuper de tout de bout en bout. Et lui va vraiment pouvoir se focaliser sur sa mission et les données qu'elle collecte. Donc, on est vraiment un enabler de business. On vient servir des clients de ce type-là. Kinéis pourrait être un client, Unseenlab pourrait être un client, s'ils ne prenaient pas le choix de déployer leur propre constellation. Mais voilà, nous, on fournit une infrastructure spatiale. Et dans ce monde, on aime bien prendre l'analogie du cloud qui décrit assez bien notre offre. C'est vraiment des offres d'infrastructure as a service. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé dans l'industrie du cloud il y a une quinzaine d'années. Nous, on va de plus en plus vers des modèles de services, de plateforme as a service. C'est-à-dire que nos clients vont venir accéder à de la capacité qui est déjà en orbite et vont pouvoir soit accéder à des capteurs, soit venir déployer du logiciel à bord du satellite, profiter du fait qu'on est multicapteur, qu'on a des capacités de calcul à bord et qu'on a des possibilités de connectivité. Donc nous, on vient servir cet écosystème-là. Et justement, est-ce que vous sentez une évolution des mentalités dans le spatial pour avoir ces services que vous proposez? Alors, donnez-nous la vision du marché tel que vous le voyez. Alors nous, on est une société franco-américaine, donc on a quand même une bonne perception des marchés qu'on va servir. On va servir à la fois des marchés institutionnels type agence spatiale, américaine, nord-américaine, française, européenne, à la fois les marchés commerciaux et puis les marchés défense, qui sont évidemment un gros marché pour nous. Sur les marchés commerciaux, clairement, il y a une maturité qu'on voit plus importante aux États-Unis et même Amérique du Nord sur la volonté de se dire moi, je n'ai pas les moyens techniques ou financiers de vouloir lancer ma propre constellation. Ce n'est pas mon business, ce n'est pas là où ma valeur ajoutée. Et donc, ces gens-là viennent nous voir en nous disant nous, la valeur, c'est la charge utile qu'on développe, c'est le traitement des données qu'on va faire appeler, c'est notre capacité à aller chercher les clients et les cas d'usage derrière. Et nous, on est parfaitement équipés pour répondre à ce type de besoin. Dans un monde où la recherche de financement, on le sait tous, et c'est quand même un vrai challenge on va en parler. pour nous tous. C'est vrai qu'on permet, en tout cas ces petites constellations, permettent une accessibilité à moindre coût à des capacités assez intéressantes quand on veut faire ces missions. Antonin Hirsch, vous sentez en France ou même en Europe ce changement de mentalité sur le service partagé, parce que vous partagez, vous,
des antennes, si j'ai bien compris. Alors moi, je suis un ancien de Loft Orbital, donc j'ai cette culture du partage qui m'a été transmise. Et en fait, ce que fait Skynopy, c'est qu'on applique le même modèle du partage, mais à la connectivité des stations sol. Donc on parle de satellites qui sont en orbite basse, donc qui défilent. Donc pour pouvoir dialoguer avec son satellite, on a besoin d'avoir un réseau de stations. Il faut avoir environ une quinzaine de stations pour arriver à 10 minutes de latence. Et donc ça représente une part très importante du capex d'une mission, de 10 à 50% en fonction de la complexité. Donc il y a un impératif à partager. Donc nous, on développe un réseau de stations sol partout dans le monde pour pouvoir faire à la fois le pilotage des stations et la redescente de données. Et on a développé en fait un modèle un peu innovant qui est un modèle de Airbnb des stations. Donc l'idée, c'est qu'il y a des acteurs qui ont investi dans leur réseau de stations parce qu'ils ont une masse critique ou parce qu'ils ont des besoins de souveraineté. Donc ça peut être des acteurs de la radiofréquence, de l'IoT, de l'Earth Observation, mais aussi les grosses constellations télécom dont on parlait. Et donc l'idée, nous, c'est qu'on va développer les technologies d'interface pour pouvoir venir se connecter sur ces stations et pouvoir alimenter notre réseau et fournir une capacité quasi temps réel. Donc pour les clients, ça leur permet d'accéder directement à une performance quasi temps réel sans avoir à investir dans l'infrastructure et surtout d'avoir une approche évolutive du besoin, un peu comme en effet le cloud où je peux commencer avec quelques serveurs avant d'augmenter mes puissances de calcul en fonction de mes besoins. Nous, on est capable de fournir la même évolutivité des besoins avec l'augmentation de la taille de constellations et des applications des clients. Alors justement, Alexandre et Clément, est-ce que ce type de service aujourd'hui vous intéresse ou pas et est-ce que vous auriez fait différemment finalement si vous aviez eu ces services avant de lancer vos constellations? Donc Kinéis, vous avez lancé un premier batch en juin, si je me souviens bien, et un prochain qui est le 17 septembre. Vous allez principalement lancer votre constellation en 2024, puis un dernier batch en début 2025. Donc, est-ce que finalement, avant d'avoir développé cette constellation, vous auriez fait peut-être différemment avec Loft Orbital ou Skynopy? C'est une vraie question et on se la pose pour le futur. Alors Loft Orbital, on avait même déjà discuté avec eux à l'époque, mais la société se crée et donc pour les investisseurs, c'était un peu trop risqué de parier sur une entreprise, certes sans doute très, très pertinente, mais encore en création. Toujours est-il qu'avec Loft, on a déjà lancé quelque chose, on a déjà lancé une manip, une charge utile en l'air pour faire des expérimentations sur de futures technologies. On était très content de ce partenariat. Et pour la suite, oui, c'est des questions qu'on se pose évidemment. Là, le choix qu'on a fait, pour nous, c'était le meilleur qu'on pouvait faire à l'époque, de faire nos propres satellites, en tout cas les faire et de maîtriser l'intégralité des choses à bord. C'est évidemment passionnant, c'est fascinant, on adore tous le spatial. Mais à la fin, nous, on vend de la connectivité pour des tas d'entreprises de logistique, de transport, des agriculteurs et d'autres encore, ou de la détection de feux de forêt, par exemple. Donc des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'industrie spatiale. Et donc en termes de focus d'entreprise, et à un moment donné, même si on aime ça, faire toute l'infrastructure, ça reste le spatial quelque chose qui est difficile, qui est risqué, qui nécessite, on l'a dit, énormément de capex. Et donc, pour les investisseurs, c'est aussi d'autant plus compliqué. Et pendant qu'on fait ça, on a un gros focus dessus et il ne faut pas se planter. Et pendant qu'on a le focus là-dessus, on a moins le focus sur le développement de nos offres à valeur ajoutée pour nos clients et sur nos métiers. Et donc, ça, c'est une réalité. Et donc, tout ce qui peut nous permettre de simplifier ça, dès lors, et la condition est de taille, que l'équation économique fonctionne, alors, nous, en termes de focus et de ce qu'on veut faire, c'est complètement pertinent. Donc, qu'est-ce qu'on fera demain à l'issue de notre première constellation qui doit durer à peu près 8 ans? Donc, de manière évidente, le service sera maintenu, il y aura une continuité des services, comme on l'a déjà avec le service Argos qu'on exploite déjà aujourd'hui et qu'on continue avec les satellites Kinéis qu'on lance en ce moment. Mais sous quelle forme ce sera, on ne sait pas le dire encore. Est-ce que ce sera encore des satellites qu'on va faire fabriquer? Est-ce qu'on pourrait même faire comme d'autres, carrément internaliser la fabrication? On part plutôt dans l'autre sens, je pense. Est-ce qu'on se concentrera sur la charge utile parce que c'est là vraiment notre cœur de valeur ajoutée, ou même carrément juste sur
l'algorithme de traitement du signal. Et comme en parlait Emmanuel, voilà, on va devenir des développeurs et on va uploader du code sans même s'occuper de ce qui se passe dans l'espace. Ce sera à voir. Bon, sur ces sujets-là, quand même, le diable se cache dans les détails, parce que l'idée du satellite partagé, elle est pas nouvelle. Il y a déjà eu des discussions, même nous-mêmes, Kinéis, avec d'autres acteurs, pour, quand on a lancé le projet, embarquer d'autres charges utiles. Mais dès qu'on commence à rentrer un peu dans le détail, il y a plein de contraintes qui se posent. Il y a des contraintes sur le satellite lui-même d'interaction électromagnétique, des sujets de puissance, des sujets de thermique, et après même sur la mission elle-même, des sujets de disponibilité, de pointage du satellite, qui font que parfois les missions sont incompatibles. Après, on peut décider de dégrader un peu les missions si au final on gagne d'un point de vue économique. Donc tout ça, c'est un trade-off qu'il faut faire, mais qui se joue quand même assez vite dans le détail, et donc c'est difficile de répondre en amont sur ça. D'accord, la porte reste ouverte en tout cas pour la prochaine génération. Clément ? Tout à l'heure, Emmanuel, tu as dit quelque chose qui est fondamental. Nous, on a besoin d'infrastructures. Infrastructures de télécom, infrastructures de plateforme dans l'espace, au sol, un peu partout. Et ce que disait Alexandre est aussi tout à fait juste, c'est qu'à un moment donné, c'est des trade-offs, mais surtout nous qui sommes dirigés par les CONOPS. C'est-à-dire qu'on a quand même, là on vient d'annoncer notre prochaine génération de satellites, ils font déjà quasiment 200 kilos. Dans ces cas-là, parce qu'on a des charges utiles qui demandent de la puissance, qui demandent de l'agilité, qui demandent plein de choses. Et là, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir du shared platform quand il y a des missions qui peuvent être un peu orthogonales sur la façon de les opérer. Donc le modèle, on se connaît très bien avec Loft, le modèle est parfait, mais il ne couvre pas 100% des besoins. La question, c'est dans 10 ans, tout le monde aura évolué, et peut-être que dans 10 ans, ça aura complètement du sens de partir sur du full hébergé ailleurs. C'est pareil, c'est toujours la même chose. Tant qu'on garde le cœur du métier sur lequel on est bon ou excellent, nous, c'est la charge utile et les traitements. C'est la même chose, si je comprends, pour Kinéis. La plateforme, nous, on ne la fait pas chez nous, par exemple. La plateforme, nous, on la co-design avec aujourd'hui des GoSpace de Danemark. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu internaliser parce que c'est un vrai métier, c'est compliqué, etc. Encore une fois, c'est l'usage de la bonne infra au bon moment. Les gens souvent parlent de satellites, plateformes, etc. L'infra télécom et redescendre les infos sur Terre, là où on est plein dans ce que vous faites, est au moins aussi importante parce que quand tu as un client exigeant, il faut que les données retombent au bon moment, soient partagées au bon moment, qu'il n'y ait pas des délais de 24 heures ou 36 heures entre une prise d'information et le recueil. Alors, pour l'infra télécom, c'est souvent plus simple parce qu'on peut l'upgrader après avoir tiré les satellites en orbite. Donc tous ces sujets sont ouverts. Alors, Emmanuel et puis après Antonin. Moi, je pense que de toute façon, le point, l'équilibre, il y a forcément un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que c'est encore une fois l'analogie du cloud, elle est la bonne. C'est pas du jour au lendemain où tout le monde est passé sur du cloud et aujourd'hui il y a encore des infrastructures in-house dans la plupart des gros organismes. Il faut définir ses besoins. L'intérêt d'une solution comme Loft, c'est aussi la rapidité d'accès, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire de l'expérimentation, pouvoir tester rapidement un nouveau logiciel, des nouvelles charges utiles si on peut les lancer rapidement. Donc ça peut aussi définir la constellation à terme. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui font qu'on a vocation à travailler avec tous ces acteurs-là. Et nous, notre métier, c'est pas aller faire de l'IoT, c'est pas aller faire de la surveillance maritime. Encore une fois, il faut se focaliser sur où est-ce qu'on apporte de la valeur dans la chaîne de valeur. Et en tout cas, nous, c'est notre credo de se dire faisons ce qu'on sait faire et travaillons intelligemment avec l'écosystème français, mondial, européen, pour essayer de s'en sortir tous de la meilleure des manières. Et vous êtes prêts à co-designer les satellites ou pas? Ou vous le faites déjà d'ailleurs? Alors nous, on ne design pas nos satellites, on achète les satellites sur étagère. Mais typiquement, la question de l'accommodation des charges utiles, évidemment, c'est toujours compliqué. On ne peut pas mettre n'importe quelle charge utile ensemble. Donc, c'est la partie sur laquelle on travaille main dans la main avec nos clients en fonction des CONOPS des uns et des autres. Mais l'objectif, nous, on veut avoir une gamme de satellites la plus large. Donc, on a aujourd'hui des satellites qui font 200 kg. Avant, ils étaient un peu plus petits. Les derniers qu'on a lancés, on aura des plus petits, on aura des plus gros à terme, pour être capable de servir la plus grande diversité de clients, autant de verticales
possible, de faire tirer le meilleur mix de capacité de sensing, de compute et de connectivité. Ça, c'est vraiment l'approche de Loft. Et après, il y a des besoins spécifiques qui sont couverts par des satellites dédiés, des constellations dédiées. Et je pense que tout ça est complémentaire. Juste une précision, vous avez combien de satellites dans l'espace, vous? Là, on a lancé notre 4e satellite cet été. On a 22 satellites à lancer d'ici les 18 prochains mois. Voilà, donc on a un peu de travail devant nous. Clément, tu voulais rebondir? Non, mais en fait, tu as conclu ce que j'allais dire. Non, mais c'est parfait. C'est qu'on est a priori d'accord. C'est encore une fois, c'est une histoire de complémentarité. Au tout début, on parlait des acteurs historiques et la complémentarité, à mon sens, des nouveaux acteurs comme nous. Et même entre nous, il y a, comme tout process industriel, il faut qu'il y ait un ensemble de choix qui permettent de couvrir à peu près tous les besoins. Mais chaque choix ne correspond pas à chacun. Mais c'est pas grave. À partir du moment où ça s'est fait intelligemment et que encore une fois, ça va dans le bon sens et qu'on travaille tous ensemble pour avoir chacun notre partie qui fonctionne. Antonin? Oui, alors je voulais réagir en effet sur la complémentarité. C'est exactement en fait l'idée de Skynopy, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles applications avec des gens qui sont champions pour leurs applications, leurs instruments, et c'est là où ils vont tirer de la valeur pour leur business. Et donc l'idée de Skynopy, c'est vraiment que l'aspect connectivité, elle soit fournie, c'est-à-dire qu'on prenne la difficulté auprès des opérateurs finaux, auprès des constructeurs de satellites, et qu'on leur fournisse une solution clé en main, qui les évite en fait d'avoir à internaliser des compétences qui sont des compétences souvent très spécifiques, radiofréquence, intégration de cloud, pour leur permettre d'aller directement à ce qui importe le plus, c'est-à-dire l'utilisation de leurs données. L'autre aspect qu'on a mentionné, c'est l'aspect de flexibilité. Et quand on parle de constellation, on pense souvent à l'augmentation en fait, du nombre de satellites dans la constellation pour pouvoir augmenter ce qu'on appelle le temps de revisite, la capacité de pouvoir prendre une image. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que si jamais on ne fait pas grandir en même temps le réseau sol, finalement, c'est un peu comme si jamais on faisait rouler une 2 chevaux sur une autoroute. Donc il y a ce besoin de flexibilité et d'amener à avoir un réseau qui va grandir au fur et à mesure en fonction de l'augmentation des performances. Et ce niveau de flexibilité et d'évolutivité passe forcément par des solutions as a service où on peut accompagner en fonction de l'évolution du besoin du client. Quelle est, à tous les quatre, quelle est votre vision de votre marché et vos perspectives je dirais à 3-5 ans? C'est quoi votre évolution aujourd'hui? Emmanuel, peut-être? C'est de continuer à grandir, continuer à faire du business. Donc nous, on est assez bien implantés aujourd'hui. On s'efforce en tout cas de travailler depuis pas mal d'années sur les marchés nord-américains et européens. Donc il faut grandir sur ces marchés-là. Aujourd'hui, on essaye modestement, on va essayer modestement d'attaquer celui du Moyen-Orient. On a annoncé la création d'une joint venture à Abu Dhabi pour l'ouverture d'un centre d'intégration et de test là-bas. C'est un beau challenge qui nous attend, d'aller voir comment est-ce qu'on peut adresser ces marchés-là qui sont assez compliqués en termes d'export pour des petites structures comme les nôtres encore. Et donc ça vous amène de la croissance? Oui, évidemment, c'est l'objectif quand même de la croissance. Donc voilà, c'est des vrais caps en termes de développement d'entreprise qu'on doit passer. Aujourd'hui, Loft, on est 250, donc c'est aussi, on commence à atteindre des tailles assez significatives. Ça veut dire être hyper focalisé sur l'exécution, livrer l'ensemble des programmes qu'on a vendus. C'est à peu près 500 millions d'euros de commandes, Loft, depuis la création. Donc, c'est des jolis chiffres, mais il faut envoyer tous ces satellites. Et donc, voilà, nos objectifs, c'est ça, je pense, c'est continuer à grandir, continuer à vendre, évidemment, mais aussi à exécuter tout ce qu'on a, grandir de manière sereine. Ce qui est très important chez nous, chez Loft, c'est la culture d'entreprise. Ça fait partie des choses qu'on garde en tête chaque jour quand on recrute quelqu'un. Parce que ça reste les sociétés que les fondateurs ont créées, que l'équipe qui était là au départ a créées. Et ça, c'est très important quand on grandit. Alexandre, alors vous êtes en période de décollage, vous, carrément, parce qu'avec le lancement de la constellation Kinéis, donc vous allez atteindre d'ici 3 ans, je crois, 20 millions de chiffre d'affaires. Donc évidemment, vous croyez au marché, ça, j'imagine, sinon vous ne l'auriez pas fait. Mais vous le voyez comment, ce marché? Très bien. Merci.
Non, donc effectivement, nous on est en plein lancement. Là, on arrive à la fin d'une première phase qui était vraiment la construction de l'infrastructure. Et donc là, on est en train de la lancer. On a lancé effectivement ces 5 premiers en juin, les 5 suivants la semaine prochaine, et puis encore 3 tirs derrière. Donc là, l'objectif, c'est 1, on lance, 2, ça marche, on opère, 3, on vend, 4, on est rentable, et ensuite, on réfléchit. Donc, en vrai, on réfléchit déjà à la suite parce que les technologies avancent vite, le spatial bouge beaucoup, et puis c'est des projets qui font anticiper tôt. Néanmoins, le focus, il est vraiment là-dessus. Rentabilité à 3 ans, donc oui, c'est l'objectif. Oui, on peut le dire à l'affirmatif, mais c'est évidemment un objectif qu'il faut qu'on réalise. Comme je le disais au début, l'IoT, c'est un marché qui est fragmenté. Donc là, on est en train vraiment de faire cette transformation d'entreprise, beaucoup plus orientée client que orientée techno et infrastructure, ce qui était notre focus beaucoup jusqu'ici, pour se cibler sur nos principales verticales qui vont être sur l'industrie, qui vont être sur le transport, qui vont être sur l'environnement. C'est quoi, c'est les verticales les plus lucratives, j'imagine, pour vous? Oui, il y a la lucrativité, l'accessibilité court terme du marché, et puis la reproductibilité. Parce que c'est bien d'avoir des bons deals, mais le mieux, c'est d'avoir un gros deal où il va nous falloir un peu de temps pour l'avoir, parce qu'il faut qu'on comprenne le marché, savoir comment ça marche, et ensuite on va signer. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir reproduire ça sur d'autres clients proches ou sur d'autres plaques géographiques, parce que c'est ce qui va permettre d'aller vite. Donc ça, c'est important pour nous. Donc c'est vraiment ça notre roadmap. Donc dès l'année prochaine, en fait, on aura une transformation vraiment d'entreprise, parce qu'on va passer de cette phase très spatiale à cette phase beaucoup plus orientée client, avec forcément des mouvements de personnes à l'intérieur, mais tout ça est déjà enclenché chez nous, de sorte qu'on puisse accélérer et tenir cette croissance qu'on vise. Antonin, Skinopi, vous êtes sur un marché quand même très étroit. Ça va être dur, j'imagine, mais vous y croyez? Ouais, bah, tout à fait. Alors nous, on a été créé il y a maintenant 1 an, mais on va vite. On va ouvrir notre premier réseau de 15 stations au mois d'octobre pour pouvoir opérer nos premiers clients. Et surtout, on pense que vraiment l'approche qu'on a... Quand vous dites que vous allez opérer 15 stations, c'est à travers le monde, j'imagine? Oui, c'est des stations réparties un peu partout dans le monde qui permettent de pouvoir fournir un service de multi-contact par orbite, donc à atteindre des latences très faibles. Voilà, exactement. Donc il y a pas mal de CAPEX. Alors là, on se base sur des infrastructures déjà existantes. Donc c'est un peu notre go-to-market actuel, c'est-à-dire d'utiliser des stations qui existent pour pouvoir ouvrir très rapidement un marché qui peut fournir un service aux clients. Et donc là, on est en train d'enchaîner sur notre deuxième phase, qui est en fait pour couvrir un autre besoin, qui est le besoin de souveraineté dont on a parlé aujourd'hui. Pardon, de souveraineté. D'accord. Donc il y a une vraie problématique maintenant à assurer la confidentialité et l'intégrité de la donnée de bout en bout. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut se déployer ses propres antennes. Et donc d'ici 18 mois, on va déployer notre première antenne sur les territoires français. Donc là, on a une des gros atouts de la France, c'est le fait d'avoir des territoires partout en outre-mer qui permettent de concurrencer pour pouvoir fournir aussi une latence très faible. Donc d'ici à 2027, on va déployer 5 stations, dans notamment des nouvelles bandes de fréquences aussi, la bande Ka, qui va répondre à plusieurs problématiques, la congestion qu'on voit sur la redescente de données avec plus en plus de systèmes, et surtout des débits bien plus importants. Clément, vous avez déjà une constellation déjà en l'air, ou presque, en tout cas, Oui. toute une constellation. Vous êtes le plus avancé, en tout cas, par rapport à Kineis, qui commence à lancer. C'est quoi aujourd'hui votre vision du marché, de votre marché radiofréquence, la protection maritime, en tout cas? C'est un des marqueurs les plus forts chez vous. Vous voyez ça comment dans les 3 à 5 ans? Alors nous déjà, c'était quand on a créé la société, c'est un marché d'observation de la Terre très différent. C'est pas de l'optique, c'est pas du radar. Donc je dirais qu'on n'a pas expliqué du tout. Nous, on déploie des antennes dans l'espace et les antennes localisent les sources d'émissions radiofréquences. Donc nous, on a commencé en créant la société en s'appuyant sur un marché, justement. On s'est dit à une boîte privée, à un moment donné, à faire gagner de l'argent. C'est pas plus mal pour une société. On s'est dit innocemment. Donc développons quelque chose dans l'espace, mais avec un premier marché d'application. Et là, la surveillance maritime est un domaine parfait. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver une bonne partie des bateaux qui n'ont pas de balises à bord, de les suivre et d'apporter de nouvelles informations à nos clients. Donc maintenant, là, on a annoncé une levée de quasiment 100 millions d'euros en début
début d'année. Et en fait, ça va nous permettre d'atteindre la deuxième étape d'Unseen Labs. C'est-à-dire que maintenant que la technologie est assez mature, qu'on a démontré qu'on savait travailler dans le monde entier, on a des clients dans le monde entier. La société est rentable, en fait, depuis déjà 2 ans. 2-3 ans même. Maintenant, passons à l'échelle. Et le passage à l'échelle, ça va être prochaine génération de satellites à partir de 2026, des plus grosses plateformes, plutôt de l'ordre des 100-150 kilos, qui vont nous permettre d'ouvrir en fait des nouveaux marchés. C'est une infra qui balance un besoin commercial. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'être plus efficace en termes de maritime. On verra plus d'émetteurs, on les verra mieux, on verra plus loin, mais on va pouvoir commencer à ouvrir ce type de marché sur la Terre. Commencer à suivre des émetteurs terrestres, les localiser, les caractériser, des réseaux télécoms, des choses un peu plus de défense. Et on saura aussi le faire dans l'espace pour faire du SDM ou de la SSA. Ça, le marché me paraît un peu plus lointain. Mais on voit vraiment maintenant un domaine qui était très peu connu par nos clients, pour être très honnête. On arrive à une phase où les gens ont compris l'intérêt de l'ARF. Donc le marché va forcément grossir, être en phase de croissance. Et nous, on reste alignés pour être capable de servir toutes nos demandes en restant dans le monde de l'ARF. D'accord. Et justement, tu as parlé d'un axe de diversification. Est-ce que vous, en tout cas, Unseen Lab a d'autres axes de diversification à l'avenir? Alors, oui, la diversification, mais dans l'ARF. Il y a un moment donné où, de toute façon, on voit les acteurs de l'optique, les acteurs du SAR, il y en a déjà énormément qui font très bien leur job. Je ne suis pas sûr que ce soit notre job de se diversifier là-dessus. L'ARF est un marché vraiment en création. C'est-à-dire qu'on touche à peine du doigt les capacités aujourd'hui. Il se trouve qu'on est parmi on est 2 boîtes à vraiment bosser là-dedans. Donc on est un des leaders technologiques au moins du domaine. Donc c'est aussi à nous de rester au niveau et de rester d'améliorer les capacités, d'améliorer la qualité de tout ce qu'on fait pour améliorer les besoins de nos clients et de se diversifier plutôt mais en termes de vertical marché. C'est vraiment comme ça que je vois la diversification. Encore une fois, on est une boîte privée, donc on doit avoir des vrais marchés, des besoins clients. Donc la diversification pour nous, c'est vraiment ouvrir de nouveaux postes, ouvrir de nouvelles verticales. Donc bientôt une licorne? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On va savoir. Ça dépend des marchés financiers, c'est un peu trop fluctuant à mon goût. D'accord. Alexandre, donc vous pensez déjà, même si vous avez dit 1, il faut lancer, 2, il faut opérer, 3, il faut vendre, et 4, donc vous pensez déjà à la suite. Est-ce que vous pensez déjà à des axes de diversification pour Kineis ou pas? De diversification, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on va rester dans le domaine de la connectivité, parce que c'est notre cœur de métier. La question qui se pose plutôt, il y a 2 questions. La première, c'est comment on la vend en direct avec des channels de distribution et donc des partenaires. Est-ce qu'on la vend toute seule? Est-ce qu'on la vend au travers d'une solution plus complète? Aujourd'hui, on est fournisseur de connectivité de manière assez simple et directe et ça fonctionne. Il y a peut-être des axes où on peut développer notre chiffre d'affaires avec des compléments de solutions qui ne sont pas simplement que de la connectivité. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, mais là, c'est plus un sujet technologique à moyen terme, c'est par rapport aux technologies qu'on a aujourd'hui d'IoT sur nos bandes de fréquences et qui fonctionnent très bien. Est-ce que demain, il y a une autre technologie qui émerge, un standard de fait ou normalisé, qui fait qu'on aura un intérêt business à aller sur ces technos-là? Le cas échéant, on ajoutera cette composante-là, nous, à notre gamme de services. Simplement, ça ne se décide pas du jour au lendemain et puis ça ne s'implémente pas comme ça en claquant les doigts. Et donc, selon les technos que ce soit, alors il y a plein de trucs, il y a de la location de capacité sur des géos où il faut développer un cœur de réseau derrière. Il y a ce qu'on évoquait comme constellation partagée avec des schémas comme Loft Orbital. Et tout ça sur des fréquences et des protocoles qui varient. Donc, il y a pas mal d'options qui peuvent être demain intéressantes. Donc il s'agit de ne pas s'éparpiller, c'est pour ça qu'aujourd'hui on reste focus sur notre première constellation. Mais voilà, on a une veille assez active sur ce qui se passe un peu autour de nous et ce qui pourrait demain être un game changer sur le sujet. Antonin, sur la diversification, alors effectivement vous êtes là depuis que qu'un an, mais vous avez déjà des projets ou de diversification ou c'est pas le moment? Non, on pense déjà qu'il faut préparer le futur et on est déjà en train de le faire. Donc un des besoins, c'est qu'on investit dans des stations sol pour cette connectivité. Et en fait, il y a un autre besoin qui apparaît, c'est le besoin de temps réel, qui est du complémentaire. C'est un peu le modèle
multimodal pour le transport, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des stations sol pour pouvoir descendre beaucoup de débit, mais on a aussi besoin d'avoir un petit lien de connectivité quasi temps réel. Ça, c'est des cas d'usage. Typiquement, par exemple, je prends et je monitore les feux de forêt. Il faut que je sois capable de réagir très vite. Et donc, pour ça, on est en train de développer des solutions qui passent non pas par le sol, mais qui passent par des relais. Donc, des relais, soit des satellites géostationnaires, soit des satellites en orbite basse, pour pouvoir fournir cette connectivité. Donc, Skynopy, nous, on est vraiment un fournisseur de connectivité. On n'est pas un fournisseur de ground station as a service. Et donc, le but, c'est de fournir à notre client une abstraction qui permet de trouver le meilleur moyen de connectivité à son use case. Et donc, on est en train de développer ça. Et le second grand axe, c'est qu'on voit qu'il y a une convergence actuellement entre trois mondes. Le monde des satellites, le monde du cloud et le monde des télécoms. Et on est en train de préparer ici cette convergence en termes de réseau de connectivité. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous feriez de la location de capacité sur les satellites? Pour les relais, oui. Oui, tout à fait. Donc là, on va passer sur un modèle où en fait, on va fournir un service managé. Donc c'est un boîtier qu'on met à bord du satellite et on va venir louer de la capacité et on va opérer cette capacité pour pouvoir fournir un service. Un peu à l'image de vos antennes, quoi. Tout à fait. Donc on devient vraiment opérateur d'un service managé. D'accord. Loft Orbital, pour la diversification, est-ce que vous avez déjà des idées, des projets ou pas? Alors, je vais peut-être parler de la diversification qu'on est en train de faire en ce moment. Je pense que c'est important quand on parle de diversification qu'on connaisse bien ces basiques, ces fondamentaux. Je pense que Clément l'a bien dit et Alexandre aussi, mais nous, nos fondamentaux, la proposition de valeur historique de Loft, c'était de faire voler des charges utiles de manière partagée à bord d'un satellite. C'est ce qu'on a fait depuis le départ. Aujourd'hui, on a pas mal de missions là-dessus. Et ça nous a permis de se dire qu'est-ce qu'on peut faire après, une fois qu'on a cette infrastructure qui est en orbite. Et comment est-ce qu'on continue à démocratiser cet accès à l'espace. Et ça, c'est vraiment la vision qu'on porte chez Loft. On est installé entre San Francisco et Toulouse, et je pense que ce n'est pas anecdotique dans notre ADN. San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, à côté des gens de la tech. Toulouse, capitale européenne, si ce n'est mondiale du spatial. Mondial. Et vraiment, la vision de Loft, c'est de se dire, on veut construire des couches d'abstraction, vraiment dans une ambition, dans un objectif de simplicité pour le client à tous les niveaux, au niveau du hardware qu'on va venir déployer à bord des satellites, au niveau de la connectivité, que ce soit avec les stations sol, que ce soit avec des relais satellites puisqu'on fait du lien intersatellite, que ce soit dans les charges utiles qu'on va pouvoir déployer, pour vraiment à terme permettre à n'importe quel acteur qui connaisse ou pas le spatial de venir déployer du logiciel, de pouvoir accéder à la capacité à bord sans se demander je suis sur tel satellite ou celui-là, mais en fait comment je vais opérer, mais sur quel réseau de station de sol je vais me déployer, mais en fait ça va utiliser du Google derrière, mais moi je veux faire plutôt du Microsoft. Voilà. C'est cette proposition de valeur que nous on essaye d'apporter dans un deuxième temps, donc en termes de diversification. C'est ce qu'on a développé et financé parce qu'on avait les moyens de le faire avec le lancement de notre satellite IM6 qu'on a lancé au printemps. Tous les charges utiles, ce sont celles de Loft. C'est vraiment l'idée. Et on ne vient embarquer que des missions virtuelles. On a fait ça en partenariat avec Microsoft, donc un nouvel acteur du spatial. On travaille avec AWS, donc c'est vraiment ces géants-là de la tech qui veulent accéder à la capacité spatiale sans avoir des ingénieurs systèmes, des ingénieurs RF, de l'IT, etc. Et ça, c'est vraiment, nous, la diversification qu'on est en train de mener, de se dire, on ne va pas uniquement embarquer les charges utiles de nos clients, on va aussi, nous, être à l'avant-garde de ce qui se fait de mieux en termes de charges utiles, optiques, hyperspectrales, RF à notre mesure, et on va offrir cette capacité à des acteurs qui aujourd'hui ne connaissent pas grand-chose du spatial, à un écosystème de développeurs qui va pouvoir développer, déployer en orbite de logiciels comme il le fait sur AWS. Voilà, ça c'est la diversification qu'on est en train de mener. C'est un beau challenge, donc on ne pense pas encore plus loin parce qu'on est en train d'exécuter celle-ci, mais c'est de mener de front ces deux grandes thématiques infraspatiales physiques pour la charge utile physique et pour la charge utile virtuelle. Une dernière question pour vous quatre. On a l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas pour les levées de fonds, l'argent facile c'est un peu terminé.
Est-ce que vous avez cette impression-là et est-ce que vous avez l'impression que cette période un peu de débridée qu'il y a pu avoir auparavant, est-ce que ça peut entraver le développement de votre société? Qui veut commencer? Clément. Pour sortir d'un process de levée de fonds, là, oui, je confirme que c'est clairement plus les mêmes, multiples, c'est plus les mêmes objectifs, etc. Mais en fait, c'était quand même allé très très loin dans le spatial. Quand on voit toute la série des SPAC aux US, des boîtes qui faisaient zéro de revenus, qui avaient à peu près aucune perspective et qui valorisaient des milliards, il y a un moment donné, ça déstabilisait tout le monde et ça a fait croire aussi à pas mal de gens que le spatial c'est facile, le spatial c'est génial. Enfin, voilà. Donc on a plutôt un retour sur Terre, je pense. Et ce qu'on va demander à une société, c'est d'avoir un horizon de rentabilité maintenant, ce qui est quand même pas stupide quand on investit dans une boîte. Donc c'est sûr que maintenant, lever massivement de l'argent sans avoir de revenus, sans avoir de chiffres qui suivent, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, mais c'est peut-être pas plus mal entre nous. Antonin, vous qui étiez là depuis d'un an. Alors nous, on n'a pas trop à se plaindre, on a réussi à lever rapidement. En moins de 3 semaines, on a réussi à lever. Par contre, on sait en effet qu'il y a des vrais enjeux et c'est pour ça que nous, on a décidé d'aller directement aussi vers le service, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir démontrer qu'on peut avoir des clients, qu'on a du revenu pour pouvoir financer notre deuxième levée de fonds là, qui va arriver sous peu, qui va nous permettre de monter à l'échelle. Donc là, on est en train de bâtir des partenariats stratégiques, notamment en termes de déploiement de stations. Et on va retourner vers les fonds d'investissement pour pouvoir venir nous aider à nous déployer. Donc oui, c'est compliqué. Oui, il faut en effet montrer qu'on a des clients, un service et une vision. Mais le spatial quand même est quand même un secteur qui est attirant et un secteur d'avenir et donc il y a des investisseurs qui sont prêts à prendre ce pari-là. Antonin, votre levée de fonds, la deuxième, c'est quel horizon et quel niveau vous souhaitez d'avoir d'argent? Alors, je vais pas donner les chiffres maintenant, mais l'horizon de temps pour nous c'est l'année prochaine. Voilà. Et c'est un horizon pour pouvoir nous permettre de pouvoir faire des investissements avec du CAPEX. Donc on a eu une approche où on est capable de pouvoir opérer des clients en minimisant les CAPEX, donc en utilisant des infrastructures déjà existantes. Maintenant, c'est vraiment l'idée de passer à l'échelle en déployant un réseau, mais en investissant l'argent dans les bonnes technologies qui seront un vrai différenciateur pour Skynopi. Emmanuel, vous qui avez les pieds et aux États-Unis et en Europe, vous voyez une différence entre les deux blocs, si j'ose dire? Je pense que le marché il est difficile partout. Hein. Nous, on a eu la chance de faire notre série B fin 2021 dans un environnement qui était très favorable. Donc, on avait levé 120 millions à l'époque. Clairement, la situation n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, on le voit pour nous, on le voit pour nos clients aussi, hein, qui sont aussi des acteurs du New Space, qui ont aussi besoin de lever des financements. Donc, les fondamentaux, c'est hyper important d'être solide sur ces fondamentaux. Tout dépend des levées de fonds qu'on fait, pour quel tour, pour quel objectif. Voilà, trouver des investisseurs qui ont du sens dans son développement, c'est clé. Mais oui, l'écosystème est difficile en France comme aux États-Unis. Hein. On dit flat is the new up quand on fait des levées de fonds aux États-Unis. Donc ça vous dit beaucoup sur l'état un peu général de l'ambiance. Alexandre, quel est ton ressenti sur la question? Ouais, non, je partage. On est un peu on est déjà passé dans une autre phase sur ces sujets de financement. Alors nous, on avait levé juste avant le Covid, donc on a eu du bol. On n'a pas eu besoin de lever pendant cette période très favorable post-Covid. Là, quand on se confronte plutôt au marché bancaire, on sent que quand même on scrute beaucoup plus les fondamentaux et, comme tu disais Clément, hein, les horizons de rentabilité. Bref, quelque chose qui est quand même un peu plus sain aussi que juste des horizons imaginaires. Donc oui, c'est plus difficile, mais peut-être que c'est pour le mieux aussi. Juste une toute dernière question, on a encore 2 minutes 19, là je vois, le timer, pardon. J'ai juste une question, je ne sais pas qui veut répondre, mais en tout cas, est-ce que la souveraineté est pour vous un bon business? Vous avez 2 heures. Je ne sais pas si c'est un business, mais c'est un enjeu, ça c'est certain. Donc, ça peut être un business aussi. Alors je pense que le prendre sous le prisme business, c'est peut-être pas la bonne idée. Enfin, je sais pas. On est un peu sorti de la phase où
où on pouvait nous on l'a pas vécu d'ailleurs, je pense. On pouvait un peu essayer de presser l'État au chantage. Je crois que ça marche pas, ça marche plus, c'est pas plus mal. Mais par contre, c'est un vrai enjeu. Que ce soit niveau France, niveau Europe, le mot souveraineté, le fait d'avoir une production en France, d'avoir des équipements en France ou en Europe d'ailleurs, est vraiment maintenant pris en compte. Après, que ce soit un business, j'espère pas, mais je crois pas. C'est des choses qui sont aussi un peu volatiles. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est choisir ses dépendances. Donc ça dépend des époques. Aujourd'hui, effectivement, il y a un gros focus qui est remis là-dessus en fonction du contexte géopolitique. Pour autant, tout ne peut pas être souverain au sens où tout est produit, opéré en France sur l'intégralité des domaines. Donc ça veut dire qu'il faut choisir. Aujourd'hui, l'État y fait des choix. Ce qu'on fait, nous, évidemment, les intéresse de ce point de vue-là, mais voilà, nous, on est relativement français dans ce qu'on fait assez loin, mais bon, évidemment, on a quand même des stations seules autour du monde, on a quand même d'autres choses. Donc c'est en tout cas un point d'attention qu'il faut avoir dans nos propositions de valeur et pouvoir se dire, est-ce que ça vient à l'encontre trop fort d'un enjeu d'un État dès lors qu'on veut lui vendre quelque chose. Antonin ? Ouais, moi, sur le triptyque du spatial, qui sont les lanceurs, les satellites, le segment sol, a vraiment ce besoin de souveraineté. Alors nous, le but, c'est pas de fournir une solution seulement de souveraineté, mais d'avoir cette capacité dans notre portfolio pour les clients qui le demandent et qui en ont besoin. On a la chance en France quand même d'avoir un écosystème à la fois de constructeurs satellites, des antennes, des territoires, et donc on bâtit une solution de souveraineté pour répondre à ces enjeux pour certains clients dans certains contextes. Emmanuel, le mot de la fin. Oui, nous, les enjeux de souveraineté, on les connaît bien, puisqu'on est entre la France et les États-Unis. On a des clients, on a le département de la défense américaine comme client sur un contrat à plus de 100 millions, donc c'est un vrai enjeu. On est des fois trop français pour les Américains, des fois trop américains pour les Français. L'important, c'est... je pense que le marché du spatial, c'est un marché mondial. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a besoin de se développer pour, à un moment donné, atteindre de la rentabilité. Donc il faut faire ça en bonne intelligence, il faut avoir une source d'approvisionnement qui est diversifiée. Aujourd'hui, Loft a fait un choix d'une source d'approvisionnement très française, très européenne, ce qui nous permet d'avoir un vrai ancrage ici, des équipes massivement françaises. Mais voilà, demain, il faut aussi qu'on ait des choses aux États-Unis si on veut servir le département de la défense américain. Et c'est comment est-ce qu'on fait marcher tout ça en bonne intelligence si on veut, encore une fois, je pense que c'est un peu notre objectif à nous, c'est d'être là encore dans 5 ans, continuer à grandir, éventuellement être un futur champion, mais en toute humilité. Mais voilà, il faut aussi se poser ces questions et pas se restreindre dans les choix qu'on peut faire. Merci à vous quatre. Je vois que Boris fait les gros yeux, donc je vais laisser la place et je vous demande de les applaudir. Merci encore.